Si tu veux comprendre le langage des oiseaux, écoute le silence des cailloux. Si tu veux comprendre le langage des oiseaux, écoute le silence des cailloux. C'est une phrase de Chuang Tzu que vous retrouvez à l'entrée de la salle. On l'a mise ce matin. C'est presque un koan zen. Les koans sont des phrases énigmatiques qui sont des bombes à retardement, c'est-à-dire que si on les laisse agir sur nous, il y a des compréhensions qui peuvent jaillir. Je répète encore cette phrase, et essayez de juste l'accueillir, parce qu'évidemment, votre mental dit inférieur, le mental ordinaire n'y comprend rien. Si tu veux comprendre le langage des oiseaux, écoute le silence des cailloux. Mais il y a néanmoins une fonction cognitive en vous qui comprend ça. Il y a une part de vous qui comprend ce que ça veut dire, qui peut l'accueillir, le recevoir, faire de la place pour que ça ait lieu. Et alors nous cheminons tous et toutes en direction d'une plus grande conscience, d'une plus grande liberté. Nous cherchons à comprendre dans quel monde nous sommes apparus, ce que nous sommes, le potentiel qui nous habite. Et l'endroit en nous qui peut comprendre la phrase de Chuang Tzu, c'est ce même endroit qui sait que, en quelque sorte, nous sommes appelés à une destinée différente. Mais la plupart du temps, force est de constater que nous sommes enfermés dans un ensemble d'habitudes répétitives, on pourrait appeler ça du conditionnement. Et alors on s'est dit avec Johan qu'on commençait par là, avant de vous présenter des échelons de compréhension plus élevés, de perception plus élevée. Il est important de faire une sorte de cartographie de nos états intérieurs et de faire de l'ordre. Une grande partie de notre travail consiste à faire de l'ordre dans nos esprits, dans nos expériences, à mettre les choses dans le bon tiroir. Aujourd'hui, je vais faire un peu la distinction entre ce qu'on pourrait appeler le mental inférieur et le mental supérieur. Ça demande que vous soyez complètement avec moi. Que vous cherchiez avec moi. Le tout premier constat, quand on essaye de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que le mental, c'est d'observer comment sont nos pensées quand on est fatigué à la fin d'une journée, ou parfois quand on va se coucher le soir, rempli des impressions de la journée. Et alors notre tête est remplie d'un ensemble d'associations d'idées, d'images. Est-ce que vous êtes conscient de chaque image? Est-ce que vous êtes conscient de
chaque chose qui se passe en vous? Non, certainement pas. Si on attrape quelqu'un dans la rue qui est dans ses pensées, puis qu'on lui dit « Hé, t'es en train de penser à quoi là ?» Il va se réveiller, il va se dire « Ah, j'en ai aucune idée. » Donc ça vaut la peine, hein. Ça signifie qu'il y a une espèce de flot continu, comme une espèce de roue mentale qui mouline sans cesse des impressions, sans que nous soyons vraiment au courant de ce qui se passe. On est un peu noyé là-dedans. Ce qui fait qu'en fait, avant de vous parler du mental inférieur, je dois vous dire que la plupart d'entre nous, on est quand même très souvent dans le sous-mental. Il y a de l'espoir. Alors le sous-mental, c'est précisément cette espèce de truc tellement inconscient qui mouline tout seul, qui est fait de vagues sensations, et comme s'il n'y a pas de conscience qui répond à ces sensations, du coup c'est notre propre réactivité qui y répond. Et on est un peu comme des machines, comme des robots, qui sentons ou avons des formes d'émotions ou d'états intérieurs sans qu'il y ait vraiment de centre et sans qu'il y ait vraiment la capacité d'agir dessus. C'est une sorte d'état d'inconscience, d'état d'ignorance assez intense. Et puis, si on a un peu de chance, on grade au stade du mental inférieur. Dans le mental inférieur, il y a un certain nombre de critères. Le mental inférieur est le lieu de résidence de la plupart des êtres humains quand ce n'est pas le sous-mental. À part si vraiment on décide d'entrer dans une démarche de conscience, qu'on médite, qu'on pratique, qu'on fait du yoga, qu'on fait toutes sortes d'ateliers justement pour percer au-delà. Et dans ce mental inférieur, il y a un certain nombre de choses fondamentales. D'abord, il y a ce qu'on appelle les vrittis. Si vous avez un peu étudié les Yoga Sutras, vous savez que ce sont ces tourbillons de l'esprit. Et ces tourbillons de l'esprit fonctionnent essentiellement suivant deux modes qui sont le passé et l'avenir. Ça signifie qu'on est sans cesse en train de se rappeler ce que j'ai fait tout à l'heure, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui s'est passé hier, ou éventuellement si on a vécu quelque chose qui nous a marqué. Ça peut être plus loin dans le passé, mais ça fait que du coup on vit à travers le passé. Ou alors c'est la projection dans le futur. On est en train d'imaginer quelle pratique Anula va nous faire tout à l'heure et quels ateliers nous attendent cet après-midi et qu'est-ce que je vais faire quand je vais rentrer de la retraite. Et on oscille ainsi entre les deux et on n'entre du coup jamais dans la texture du moment présent. Les kriyas que vous avez fait ce matin ont vraiment pour but de vous faire entrer dans l'instant présent. Peut-être vous avez senti à la fin, pendant le temps d'assise, que ça y est, on a atterri. On subit moins ces vagues du mental et on est arrivé dans l'instant présent. Et c'est dans l'instant présent qu'il y a l'intuition, qu'il y a toutes les bénédictions et toutes les grâces auxquelles nous aspirons. Dans ces fameuses vagues, les vrittis, il y en a un qui s'appelle Vipariyaya. Vipariyaya, ce sont toutes nos conceptions erronées. Chaque fois qu'on se trompe sur quelque chose, chaque fois qu'on a un préjugé, un jugement hâtif, chaque fois qu'on tire des conclusions, qu'on interprète, et tout cela nous mène gentiment à un autre aspect de ce mental inférieur. En sanskrit, ça s'appelle les kleshas. Les kleshas, ce sont les sources d'affliction.
une racine sanscrite, klish, qui veut dire s'affliger, donc être peiné. Et le tout premier, c'est notre ignorance. Donc, le mental inférieur baigne dans un bain d'ignorance. Et cette ignorance dont on parle juste là maintenant, c'est pas l'ignorance de ne pas avoir fait suffisamment d'études. C'est l'ignorance qui vient du fait qu'on n'a pas appris à être, l'ignorance qui vient du fait qu'on n'a pas appris à observer, qu'on n'a pas appris à entrer dans cet instant présent. Et donc du coup, c'est une sorte de fausse conception sur qui nous sommes et ce que nous sommes. Du coup, ça prend à partir de là comme un prisme toutes sortes de couleurs, cette ignorance. Et juste après l'ignorance, dans l'ordre, nous avons l'importance que nous donnons à nous-mêmes. Ce mental inférieur, c'est son gros carburant. Moi, je suis hyper important. Il a osé faire ça. Il a osé me dire ça. On a en parallèle le besoin sans cesse de nous affirmer. On a tout le temps le besoin que les autres nous confirment qu'on est des gens bien, parce qu'on a peut-être un tout petit doute, un petit manque de confiance en soi, on attend que les autres nous rassurent. Mais ce moi qui veux être rassuré, c'est cet ego. C'est une forme d'orgueil, on peut dire, une forme d'arrogance. Et on a tous ce petit virus, à des degrés plus ou moins grands, ça dépend des phases de vie. Des fois, on est plus irritable, on est poussé dans nos retranchements, et dès qu'il y a des besoins physiques notamment qui ne sont pas respectés, comme le manque de sommeil ou un rythme irrégulier, le moi ressurgit plus facilement avec toutes ces demandes. Et il y a une sorte donc de tyrannie du moi, parce que ce moi, si on l'examine très attentivement, et là je fais un très gros raccourci, on pourrait faire 4 jours là-dessus. Ah mais c'était ça, la retraite, c'était moi en soi. Je cherchais le nom d'une retraite hier. Peut-être vous étiez là quand on a parlé de moi en soi, de faire cette distinction entre quelle est mon identité profonde, véritable, et quel est ce moi fallacieux, inventé, qui pourtant me tyrannise. Ce moi qui a sans cesse besoin d'approbation, de sécurité, de contrôle, de solidité. Le moi adore la solidité. Et vivons-nous dans un monde solide ? Comme c'est mouvant, comme ça change. En ce moment, j'ai entendu parler de beaucoup de gens qui sont décédés, soit qu'on me parle de gens qui sont proches, des gens qui viennent me voir et qui sont dans ce processus de deuil, soit aussi autour de nous. Il y a cette non-solidité finale qui est que nous sommes éphémères, mais le moi ne veut pas entendre parler de ça. Le moi veut vraiment se sécuriser dans le fait qu'il sera là pour toujours et que le monde doit être en fonction de ses scénarios. Donc ça crée énormément de divisions parce que ce moi entre en collision perpétuelle avec les autres. C'est un moi qui ne cherche que sa propre survie, qui ne sait pas collaborer, qui ne sait pas être à l'écoute. Et bien sûr, ce moi a peur. Ça, c'est un des autres kleshas. Il est sans cesse effrayé. Il cherche tellement à maintenir sa propre intégrité qu'il est en fait menacé par tout et rien. Et un autre grand critère, ce sont les 2 derniers de ces kleshas, c'est que le moi est constitué de 2 grands mécanismes qui traversent toute nos vies. Et ce mécanisme, c'est que nous cherchons sans cesse à éviter certaines choses et à favoriser d'autres. Donc nous avons des scénarios préconçus, prémâchés. C'est le mode d'emploi de ma vie.
Et alors ma vie, pour qu'elle soit fructueuse, que j'ai l'impression d'avoir du succès dans ma vie, elle doit se passer comme ceci et comme cela. Donc je vais essayer de tendre vers ce que je pense être positif et surtout éviter toutes les choses défavorables. Peut-on éviter les choses désagréables dans la vie? Bonne chance. Non. Alors, le chemin intérieur commence là. Il commence par venir rencontrer ce moi apeuré, ce moi qui est sans cesse dans l'aversion et dans la préférence, ce moi qui est dans le passé, dans le futur, et qui se construit d'ailleurs en lien avec le passé et le futur. Parce que, est-ce que le moi existe dans la texture de l'instant présent? Ce matin, après les kriyas, pendant un quart d'heure, vous n'avez pas bougé. Le moi égocentrique était-il là? Il avait diminué en tout cas. Peut-être même il était complètement estompé. Donc le moi ne peut exister qu'en dehors de ce qui est là, ici et maintenant. C'est quand même un peu embêtant. Ça veut dire que le moi n'existe que dans les films. Et nous projetons sur la réalité une sorte de filtre où tout ce qui arrive, arrive à moi et je me l'approprie et je le catalogue. Mais on n'est pas encore arrivé ici et maintenant. Ça, c'est cet état qui est comme une forme de rêve pour l'opposer à la réalité. C'est le rêve du moi. Quand on sort du rêve du moi, on appelle ça s'éveiller. Peut-être on reviendra là-dessus plus tard, mais dans le mental inférieur, il y a ce grand obstacle de la mémoire, de vivre sans cesse à travers la mémoire, à travers le passé, à travers ces colorations qui font que on ne se rencontre jamais ou rarement les uns les autres, totalement dans cet instant. On se rencontre à travers ces filtres, à travers ces projections. Donc, le moi est dans un état de séparation extrême, dans un état de division, où il est identifié à ce seul corps, à ce seul mental, identifié à tous les processus internes qui s'y passent. Est-ce que la séparation donne de la satisfaction? Il y a quelque chose en nous qui souffre de cette division. À chaque fois que vous pouvez entrer en contact avec quelqu'un de façon authentique, vous sentez qu'il y a une discussion de cœur à cœur ou d'âme à âme, oh, quel baume c'est, quel bien ça fait. À chaque fois que vous vous promenez, que vous pouvez rencontrer un arbre, une fleur, ou un petit rocher, ou le pan dehors qui passe, qui fait la roue, et qu'à ce moment-là, vous le voyez vraiment, sans étiquette, quel baume c'est, parce que vous êtes entré en relation. Alors heureusement pour vous, le thème de cette retraite, c'est pas de rester trop longtemps dans le moi. Ça va être justement de découvrir tous ces moments extraordinaires et ces façons autres d'entrer en relation qui nous donnent beaucoup de joie et qui nous guident aussi, qui nous donnent beaucoup d'intuition. Il y a toutes sortes de mots sanscrits et de catégories en lien avec ce thème. Mais en Inde, souvent, on parle, pour faire simple, du mental supérieur. Et pour aujourd'hui, ce mental supérieur, c'est un mental qui ne crée pas de fumée. Le mental inférieur, c'est comme une espèce de train d'autrefois,
ces premiers trains qui faisaient toute cette fumée. Ou alors on imagine un feu avec du bois vert ou un feu avec des matériaux qui brûlent mal et puis ça pollue l'espace. Le mental inférieur fait ça tout le temps. On est un peu habitué, donc on ne se rend plus compte que c'est de la fumée. Mais quand vous venez dans les retraites et que vous désopacifiez vos esprits en rentrant à la maison, souvent on se rend compte, oh, là tout d'un coup je vois un peu plus clair. Et donc du coup on arrive moins facilement à supporter cette opacité du mental inférieur dès qu'on prend goût à être dans cet autre mental, le mental supérieur. Le mental supérieur, c'est toujours du mental dans le sens qu'il utilise la pensée, mais c'est de la pensée claire, c'est de la pensée à bon escient. C'est de la pensée qui peut être en lien aussi avec la perception. C'est surtout une pensée qui ne divise pas. C'est quand même une bonne nouvelle. Ça signifie que ce n'est pas qu'on doit jeter toute la pensée à la poubelle. La pensée est un outil que nous gardons, mais on doit absolument le transformer. On essaye d'éviter toute cette pensée qui broie du noir. Et on va chercher à favoriser un état intérieur de clarté. Cette limpidité intérieure qui naît de la pratique nous permet de penser, mais du coup, nos interprétations sont plus souvent justes. Il n'y a pas de jugement ou de condamnation, mais il peut y avoir des constats à la place. Le mental inférieur fonctionnait de façon binaire. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est un succès, ça c'est un échec. Lui je le trouvais sympa, mais finalement il est antipathique. Ça c'est un ami, ça c'est un ennemi. Et même si ça a l'air un peu grossier quand je le dis comme ça, si on s'observe avec sincérité, ce sont quand même des schémas sous-jacents de diviser le monde en deux. Ça c'est le mental inférieur. Donc du coup quand vous vous surprenez à faire ça, vous savez où vous êtes. Et le mental supérieur, quant à lui, il voit en termes de totalité. Donc, il voit ce point de vue et cet autre point de vue. Il n'est pas dans la division. Il se souvient qu'à l'arrière-fond existe cet univers d'infini, d'éternité, cette immensité de l'origine. Et donc quand un mental supérieur regarde une fleur, il peut s'émerveiller de la fleur et en même temps il va utiliser sa pensée pour se souvenir que cette fleur est l'expression de l'infini. Quand on voit un être humain, on ne voit pas juste une individualité, une singularité, quelqu'un qui serait différent, mais en même temps on voit que l'être humain en face de moi est lui aussi une expression de cette totalité. Le mental supérieur reste complètement conscient que toute cette multiplicité dans ce monde, tous ces noms, toutes ces formes apparaissent à l'intérieur de quelque chose d'unifié, de total. C'est un peu comme si le mental supérieur n'oubliait pas le soi. Peut-être que vous connaissez ce mot. On parle volontiers du soi pour l'opposer à ce moi qui se tourne autour du nombril. Et le soi, c'est une façon d'être au monde, respirante, spacieuse, qui porte en elle l'origine. Le soi se souvient de son origine. L'origine est vaste. Une autre façon de l'expliquer, c'est que le soi, c'est la présence elle-même, la présence consciente. Et donc ce mental supérieur se souvient du soi, mais rappelez-vous, c'est encore de la pensée. À partir de demain, on va gentiment s'émanciper de la pensée. Aujourd'hui, on y est encore ce matin un petit peu.
Et ça signifie que le mental supérieur peut recevoir beaucoup de guidance de ce fameux soi. Il peut être un canal pour recevoir de l'inspiration. Ça veut dire que les pensées qui habitent le mental supérieur sont des pensées constructives, aimantes, bienveillantes, voire même tout à fait inspirées. Mais ça passe par les mots, ça passe par la pensée. Une autre différence entre le mental inférieur et le mental supérieur, c'est que le mental inférieur, son problème à lui, c'est que c'est comme d'avoir inversé des jumelles. Si vous regardez à l'envers, ça rend tout extrêmement petit. Le mental inférieur est dans des visions tunnels en permanence et il rétrécit le champ de vision en permanence. Donc on voit de façon très petite quand on n'est que dans le mental inférieur et on voit par détail. On entend les choses un mot à la fois, on comprend les choses de façon très linéaire, une chose après l'autre. Ça, bien sûr, en lien avec notre discussion d'hier soir, c'est le cerveau gauche qui fonctionne comme ça, une chose après l'autre, un segment après l'autre. Tandis que le mental supérieur, il capte la réalité dans des segments qui sont plus larges. Il est moins dans le détail. Il n'a pas encore le full picture. Encore plusieurs échelons à franchir pour avoir vraiment la vision d'ensemble. Mais il a déjà une sorte de vision plus large. Il n'est plus dans des visions tunnels. On dit que les gens qui séjournent dans ce mental supérieur de façon très stable peuvent lire un livre extrêmement vite parce qu'ils lisent par paragraphe. Ils n'ont plus besoin de lire un mot après l'autre. C'est une sorte de vision d'ensemble qui fait qu'on peut passer à travers un livre beaucoup plus rapidement. C'était le cas de Swami Vivekananda, c'était aussi le cas de Osho, dont on raconte à leur sujet que passer les pages d'un livre très vite, les gens s'étonnaient beaucoup, mais comment vous pouvez mémoriser quoi que ce soit à cette vitesse-là? C'est parce qu'ils avaient cette espèce de capacité photographique de comprendre de larges segments en même temps. Alors ce mental supérieur il nous intéresse beaucoup parce que c'est l'échelon juste au-dessus de là où on est souvent. Donc il est accessible. Et comment est-ce qu'on va favoriser ça en nous-mêmes? La condition sine qua non, c'est de créer le silence mental. Si vous n'avez pas de silence mental, il n'y a pas de mental supérieur. Dans les Yoga Sutras, on parle de Yoga Chitta Vritti Nirodha. C'est une définition célèbre qui signifie que, si je le traduis de façon libre, cela signifie le yoga est le silence de l'âme. Donc ça commence là, c'est le deuxième aphorisme de Patanjali. Tout de suite, on doit aller à la recherche de ce silence intérieur. Et Sri Aurobindo, dont on va reparler pendant cette retraite, a énormément souligné l'importance de ce silence mental. Ça veut dire que dans le mental supérieur, vous pensez quand vous avez envie de penser, et quand vous ne voulez plus penser, vous arrêtez de penser. On peut penser sur commande. C'est très pratique, c'est très agréable. Et bien entendu, pour y arriver, il faut beaucoup de concentration. Il faut avoir un mental très concentré. Et toutes les pratiques de pranayama, de kriya, de posture, sont des pratiques qui vous concentrent. Donc quand vous vous surprenez vous-même à avoir fait une petite rechute dans le mental inférieur, faites quelque chose qui va vous concentrer. Au moment où le mental est de nouveau focalisé, il y a plus de chances qu'il s'ouvre sur ce mental supérieur.
Et quand on arrive à faire ça à terme, de façon régulière, que c'est pas juste j'ai fait l'expérience une fois dans ma vie du silence mental, mais je peux y revenir régulièrement, on arrive dans ce que Patanjali appelle la transformation du grand calme. Ça s'appelle Nirodha Parinama, c'est le Sutra 3.9. Et c'est le moment dans notre vie où ça ne veut pas dire qu'on est calme tout le temps, mais ça veut dire que on retrouve le chemin du calme assez rapidement. Cette pensée supérieure, elle a une particularité qui est qu'elle est efficiente sur l'extérieur. Donc tout ce que nous pensons, c'est de la vibration, c'est de l'énergie. Alors, quand on est dans le mental inférieur, vous avez des petits soufflets de fumée de temps en temps qui s'allument à gauche, à droite et qui n'ont pas beaucoup de force parce que le mental inférieur n'est pas chargé d'énergie. Donc heureusement pour vous, parce que ça se dissout dans l'espace très rapidement. Tandis qu'avec le mental supérieur, vous avez ce silence intérieur, vous avez cette concentration qui vous permet de projeter votre substance mentale, mais ça se fait tout seul, mais on peut apprendre à le faire. Vous avez certainement déjà remarqué que parfois vous êtes en voiture et vous voulez une place de parc et vous focalisez que vous voulez la place de parc à cet endroit-là et quand vous arrivez, la place est là. Ou vous avez le souhait que quelque chose se réalise dans votre vie et donc vous êtes plein de ça et consciemment ou inconsciemment, vous émettez le souhait que tel projet se concrétise et ça se concrétise. Ça, c'était une autre retraite. Il s'appelait Les secrets de l'action juste. Un petit rappel de nouveau pour les personnes qui étaient là. Ça veut dire qu'en fait, nous créons sans cesse, mais quand on est dans le mental inférieur, on a des sortes de... Enfin, ces sortes de créations, elles se dissolvent à mesure. Et puis heureusement, parce que quand on boit du noir, Dieu sait quelle création se manifesterait. Donc c'est une sorte de protection que ça n'aille pas plus loin. Et cette capacité d'utiliser sa substance mentale, de la projeter en quelque sorte dans l'univers pour que quelque chose se produise, ça c'est une faculté du mental supérieur. C'est de la pensée concentrée. Et donc cette substance mentale s'en va faire son travail, et dans certains cas, elle revient vers vous, si elle était vraiment très chargée d'énergie, pour que vous la réinformiez avec une nouvelle information et qu'elle reparte. D'autres fois, ce n'était pas assez puissant, donc elle s'en va, et puis simplement, elle fait son travail, elle se dissout. Alors, ce n'est pas non plus nécessairement qu'on va sans cesse essayer de contrôler ce qui se passe avec notre substance mentale. Il y a aussi d'autres façons d'être au monde où ça va se produire néanmoins, mais avec moins de volonté, moins d'ego. Ça, on en parlera les jours prochains. Mais il est important de réaliser que cette pensée créatrice, elle se situe à ce niveau-là, et que donc vos éléments de base, c'est votre concentration, votre tranquillité intérieure, et qu'à partir de là, tout ce que vous émettez, consciemment ou inconsciemment, devient beaucoup plus efficace, beaucoup plus porteur. Donc quand on passe au mental supérieur, il y a une façon d'entrer en relation avec ce qui nous entoure qui est très différente, parce que dans le mental inférieur, il y a tellement de division et de séparation qu'en fait, ce qu'on émane dans le monde n'est pas constructif. On ne fait pas exprès, hein, mais... Et on reçoit parfois beaucoup d'obstacles, beaucoup de réponses de l'univers qui ne nous soutiennent pas nécessairement. Et quand vous
passer dans ce mental supérieur, qui a cette conscience de la totalité à l'arrière-fond, toute votre vie va devenir déjà un petit peu plus facile. Il y a une sorte d'aisance, il y a une sorte de tranquillité parce qu'il y a déjà moins de séparation, qu'il y a la présence de ce soi en filigrane derrière qui n'a pas oublié qu'il est l'espace transparent. Et néanmoins, on continue à penser. C'est une pensée plus noble, une pensée plus élevée. Et donc une pensée qui agit.